Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il est 18h30 normalement. Les retardataires vont arriver. Je sais qu'il y en a qui sont dans la mairie, mais vont arriver. Donc la séance est ouverte. Je propose de nommer Gilbert Badette comme secrétaire de séance. Et on va faire l'appel, comme à l'école. Donc j'ai des procurations. Donc j'ai José Bouville qui donne le pouvoir à Florence Pouille de Basque. J'ai Corentin Armenté qui donne pouvoir à Daniel Pujos. Et j'ai Élodie Bourrel qui donne pouvoir à Katia Mestoy. Donc je vous propose d'adopter le procès-verbal du 2 décembre dernier. Si vous n'avez pas d'observation sur ce compte rendu. Pas d'observation? Je vais attendre que... Marie-France. Donc je vous propose de passer du coup au vote, donc qui est pour l'adoption du compte rendu. Merci. Des décisions ont été prises entre le 10 décembre et le 14 janvier. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Vous avez besoin d'explications, de précisions? Non. Donc on va passer à l'ordre du jour, donc, qui est composé de 7 points, et dont le principal, enfin, sont tous importants, mais le point 2 qui va concerner le débat d'orientation budgétaire, voilà, qui est le point principal et qui lance le processus des finances de la collectivité, avec, je dois l'avouer, par rapport à tout ce qui se passe au niveau national, le projet de loi qui n'a pas été adopté, ou c'est une loi spéciale qui a été adoptée, et puis maintenant, le budget arrive avec des adoptions par le 49.3, l'article 49.3. On ne sait plus trop où on en est, des dispositifs qui vont être retenus ou pas pour les collectivités. En tout cas, on vous expliquera ça, et Yves vous expliquera ça sur les débats d'orientation budgétaire. En fait, comme on est parti, les dossiers et tout ce qui a été réalisé, on est parti sur ce qu'on connaissait, sur le projet de loi de finances qui a été débattu jusqu'à présent. Donc je reviens à l'ordre du jour et je vais laisser la parole à Florence sur le point 1 qui concerne les ressources humaines et la modification du tableau des effectifs. Bonsoir. La collectivité a répondu favorablement à la demande d'un agent détenant le grade d'adjoint administratif principal de première classe d'exercer ses fonctions sur une durée hebdomadaire de 28 heures, tout en tenant compte des nécessités et dans l'intérêt du service. Il est donc nécessaire de modifier la durée hebdomadaire de travail de l'emploi permanent d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. La modification du nombre d'heures est assimilée à une suppression d'emploi car elle correspond à 10% du temps de travail initial de l'agent. Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité. L'avis du CST qui sera exprimé lors de la séance du 20 janvier 2026 sera communiqué lors de la séance du conseil municipal. Au vu de ces éléments, il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir supprimer le poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet à compter du 1er février 2026, créer un poste d'adjoint administratif principal de première classe technique à temps non complet à compter du 1er février 2026, de verser à l'agent le régime indemnitaire correspondant, d'autoriser monsieur le maire à nommer l'agent, d'inscrire les crédits au budget de la commune. Merci Florence. Donc pour plus de précision, donc l'avis du comité social et territorial a eu lieu ce matin, et vu un avis positif, c'est pour ça qu'on vous le présente aussi. Donc
je vous propose de, comme la délibération le prévoit, s'il n'y a pas de questions, pardon, dessus, de supprimer ce poste et de créer un poste à 28 heures au lieu de 35 heures. C'est une demande de l'agent qui a demandé. Et donc, comme le poste le permet, la mission le permet, on fait cette modification. Donc, et pour la suppression des 35 pour passer après à 28. Merci. Donc, comme je l'ai dit en préambule, le point 2, c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc, je vais laisser la parole à Yves Servetot. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, nous sommes à quelques semaines de voter un budget et dans les 10 semaines qui précèdent le vote d'un budget, selon la nomenclature M57, on se doit de tenir un débat d'orientation budgétaire. Alors, je vais essayer de vous présenter le rapport qui vous a été adressé avec l'ordre du jour, un rapport d'un peu plus d'une trentaine de pages, et je vais essayer de vous commenter ce rapport en 5 points. Le moment est important et le contexte est particulier. Alors tout d'abord, le premier point, c'est vous dire en quoi consiste ce débat d'orientation budgétaire et dans quel contexte, en ce début d'année 2026, nous allons avoir cette présentation et ces échanges. Tout d'abord, oui, c'est une obligation que de présenter un débat d'orientation budgétaire parce qu'il permet, en début d'année, comme toutes les années, comme nous l'avons fait depuis 2020, de se questionner sur l'évolution de nos chiffres et de notre activité sur la commune de Mimizan, notamment sur les 6 dernières années. À partir de là, on va se positionner en ce début d'année 2026 et évaluer un petit peu ce que pourrait être l'année 2026 dans ses activités, dans ses projets, tout en tenant compte des éléments dont nous disposons de par l'État. Et enfin, on peut se projeter au-delà de l'année 2026 sur des projets structurants sur les années à venir. Mais ce contexte du débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, c'est aussi un moment vraiment particulier. Habituellement, les communes avaient pour habitude de construire leur budget au travers d'un débat d'orientation budgétaire qui reposait essentiellement sur la connaissance de la dotation globale de fonctionnement, qui nous permet à un moment donné de couvrir les compétences obligatoires de la collectivité, et vous les connaissez bien, l'entretien du patrimoine communal, l'éducation jeunesse, l'urbanisme, et bien entendu toute une série de projets. Et puis on avait un deuxième élément qu'on attendait surtout avec impatience, c'était l'évolution de nos bases fiscales qui traduisent la dynamique d'un territoire ou qui ne traduisent pas la dynamique d'un territoire. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte un petit peu particulier qui fait que l'année 2025, avec ce qui s'était passé fin 2024, nous a montré que dès le début 2025, des mesures nous ont été annoncées qui sont venues impacter l'ensemble des collectivités locales en France, les communes, les départements, les régions. Et nous, ici à Mimizan, l'année 2025, ça a été, oui, cette CNRACL qui a augmenté de 3 points. Ça a été pour la première fois, ce prélèvement qui aurait pu être plus important, le dispositif du DILICO sur les recettes de la collectivité, un peu plus de 46 000 euros. Et puis aussi l'évolution de nos consommables avec le prix des fournitures qui font que globalement, le budget de la commune de Mimizan, quelque part, a été impacté de mesures que l'on n'avait pas habituellement dans une voilure d'à peu près 250 000 à 300 000 euros. Et donc, oui, l'année 2025 a été marquée, en plus de la DGF qui a baissé, en plus, je vais dire, des bases fiscales qui sont dynamiques ou qui ne sont pas dynamiques, de ces charges qui nous ont été impactées au titre donc de nouvelles mesures qui participent quelque part au redressement des finances publiques.
Alors sur votre rapport, donc, quand vous le regardez des pages 5 aux pages 9, on nous parle du contexte international. Et oui, il est annoncé à la page 5 de votre rapport une croissance mondiale en baisse par rapport à 2025. L'inflation constatée à 4,2% en 2025 devrait être de 3,6% en 2026. Quand on regarde la zone euro, c'est tout simplement une inflation qui devrait être ramenée en 2026 à 1,7 pour 2,1 en 2025. Et le contexte national de notre pays, qu'en est-il? 2026 devrait voir un manque de confiance pour les entreprises, un manque de confiance pour les ménages qui devrait établir une inflation aux alentours de 1,3% annuel. Et le point important, c'est ce budget de l'État qui continue à se dégrader. Alors oui, ce début d'année 2026 est important pour notre commune parce qu'il va falloir quelque part regarder un petit peu ce qu'est la prudence dans nos chiffres, tout en se disant qu'on peut aussi prioriser et continuer à prioriser des projets parce que la mandature qui vient de se passer de 2020 à 2026, et ça sera l'objet de mon deuxième point, cette mandature 2020-2026 nous a permis de restaurer les finances de cette collectivité tout en lançant des programmes importants d'investissement. Et le tout en se disant que fin 2025, notre communauté de communes a, avec l'ensemble des communes, validé 2 dossiers très importants qui vont être des marqueurs très forts pour les années à venir. Le projet de territoire avait des axes importants, mais aussi la politique de l'habitat, qui vient aussi en appui ou en complément de notre politique du logement. Donc, dans un second point, je voudrais maintenant vous faire un petit retour de la dernière mandature, puisque un débat d'orientation budgétaire, c'est se situer par rapport à ce que nous avons fait ces dernières années, quelle a été notre activité, quels ont été nos chiffres. Et puis après, nous verrons comment nous nous situons début 2026. Alors, vous parlez de la mandature 2020-2026. Je ne reprendrai pas ce qui s'était passé en 2020. On en a suffisamment parlé, que ce soit le préfet, les services du Trésor, la Chambre régionale des comptes, les magistrats. La situation était dégradée et accablante. Donc aujourd'hui, regardons la mandature 2020-2026. Alors je vous dirai tout d'abord que la mandature 2020-2026, 6 années qui ont été marquées d'abord par 3 phénomènes. Un premier phénomène qui a été le Covid, les années 2020 et 2021, où il a fallu se mobiliser dans toutes les communes, où ici, à Mimizan, on a vu ce centre de vaccination, on a vu tout un tas d'actions et de services qui se sont mobilisés pour se dire que fin 2021, il fallait ressortir de cette situation et relancer un petit peu le tissu associatif et les activités économiques. Deuxième gros phénomène de cette mandature 2020-2026, c'est ce déclenchement du conflit en Ukraine. C'est février 2022. Et toutes les conséquences qui ont suivi, l'augmentation du prix des énergies, l'augmentation des consommables. Et là, c'est vraiment le pouvoir d'achat, je vais dire, de l'habitant, le pouvoir d'achat du Mimizanais, mais aussi la commune. Tout le monde a été impacté par toutes ces hausses de prix que nous subissons encore aujourd'hui. Et enfin, le terme de cette mandature 2020-2026, c'est un troisième phénomène. C'est ce contexte qui fait que depuis 2-3 ans, nous sommes vraiment dans un contexte angoissant, de par l'instabilité internationale, de par l'instabilité nationale, qui, depuis fin 2024, fait que, même encore aujourd'hui, en 2026, on n'a toujours pas de budget au niveau de l'État. Monsieur le maire en a parlé. Cela étant, ces 6 années 2020 à 2026, ça a été quand même, je dirais, 2 grandes étapes. Une première étape que je qualifierais de restauration de la santé financière, puis une deuxième étape sur la mandature qui a été une gestion maîtrisée. La première période, donc, de 2020 à 2023, la restauration de la santé financière de cette collectivité. Et là, je vous demanderai de vous porter à la page 9 du document, où vous avez en bas de page 9 un tableau.
Et je vais, au travers de quelques éléments, vous commenter très rapidement en deux parties ce différent tableau. 2020 à juin 2023. Juin 2023, c'est la sortie du réseau d'alerte. Nous avons réussi en 3 ans à redresser les finances de cette collectivité et au-delà de payer nos fournisseurs dans des délais raisonnés, je vais dire, c'est notre dette qui a baissé, qui est passée de 16 millions d'euros à moins de 12 millions d'euros, tout budget confondu. C'est la capacité de désendettement qui est redescendue en dessous des 5 années, même à certains moments en dessous de 2 années et demie. Et ça, c'est important. Cette capacité de désendettement, c'est se dire quelque part que l'épargne brute, elle a été intéressante. C'est la différence entre nos recettes de fonctionnement et nos dépenses de fonctionnement qui fait que l'on dégage suffisamment d'argent pour d'abord rembourser le banquier et ensuite avoir une épargne nette pour investir. La deuxième période de la mandature, 2022-2025, je la qualifierai de gestion maîtrisée et de lancement de projets, de mise en place d'un PPI. Deuxième période 2022-2025, où le budget de la commune a affirmé un niveau de service public important pour les habitants et que nous continuons à développer. Non-augmentation des tarifs des cantines, non-augmentation des tarifs du centre de loisirs, médiathèque gratuite et politique culturelle. Où le budget de la commune de 2022 à 2025 a restructuré ses services en passant de 189 agents à 206 agents. Aujourd'hui, avec des parcours où les agents sont pour la plupart titulaires, formés, accompagnés, avec la prise en compte des revalorisations du point d'indice, la revalorisation du régime indemnitaire à hauteur de 1 200 € en deux années, et la mise en œuvre de la participation employeur pour la prévoyance et dès 2026, la prise en compte de la participation sur la santé. Deuxième période, fin 2022 à 2025, où le budget de la commune a su redonner des crédits à ses services. Pour l'éducation jeunesse, à l'exemple du CMJ, de l'espace ado, du parcours Erasmus, pour l'entretien quotidien de sa voirie, pour l'entretien des espaces publics et de ses locaux, pour l'implication de tous dans la feuille de route Agenda 21, programmation des arrosages, économiseur d'eau, tri sélectif, pour relancer et soutenir le tissu associatif avec ce Passasso, ce sport santé, pour l'action sociale avec la création du guichet unique et l'accompagnement des personnes en difficulté. Ça a été aussi la mise en place sur tout un territoire avec l'intercommunalité de la CTG, Convention territoriale globale. Où 2022 à 2025, cette proximité si nécessaire auprès des habitants a été affirmée avec les rencontres pour présenter des projets de travaux dans les quartiers, les éditions du budget participatif, aujourd'hui qui va démarrer dans sa 4e édition, et les réunions de quartier de Monsieur le maire avec l'équipe municipale à la rencontre des habitants. Deuxième période 2022-2025 qui a vu le lancement du programme pluriannuel d'investissement. Programme pluriannuel d'investissement qui est si nécessaire à nos collectivités. 4 axes. Un axe qui permet aux services d'avoir des crédits au quotidien pour remplacer les matériels et faire continuer à évoluer leurs services. Un axe 2 où on peut rattraper et programmer des retards pris sur la période 2008 à 2020 sur les réhabilitations de voiries et les bâtiments. Un axe 3 où nous avons les projets du mandat. Un axe 4, la politique de logement. Vous aurez noté que ces programmes d'investissement ont pu être menés avec cette épargne nette. Cette épargne que vous avez en bas du tableau, dernière ligne. Épargne nette qui, en 2018, elle était négative. En 2019, elle était à peine de 51 442 €. Très rapidement redevenue dès 2020 à 954 000 €. Et vous voyez que le pic de 2024, 2 898 000 €, donc qui finance une bonne partie de nos investissements. Période 2022-2025 où on a réalisé un peu plus de 17,5 millions de dépenses d'équipement. 2022, 2 millions. 2023, 3,5 millions. 2024, 4,5 millions. 2025, 7,5 millions d'investissements. Au-delà
de travaux récurrents. Des investissements marquants sur les voiries, avenue de la Côte d'Argent et rue adjacente, rue de la Poste du Linéaire pour stationner, pour se déplacer en sécurité avec l'utilisation de parkings alvéolaires, rue de l'Esgurg, sécurité, vitesse, bande de roulement, rues diverses dans les quartiers, comme rue des Hortensians récemment, rue en partenariat avec la CCM, et oui, on s'est travaillé avec une communauté de communes comme la rue de Galan, la rue de l'Abbaye, où on sécurise à la fois le stationnement, l'accessibilité au commerce et aussi le déplacement piétonnier. Rue et trottoir avenue de Bayonne, aménagement de parking, forum et à différents endroits de la collectivité. Bâtiments, travaux école Bel Air, travaux sur l'école du Bourg, à la plage. Travaux des arènes, montant significatif sur 2 exercices. Extérieur du Parnasse, travaux de toiture sur les églises notamment, sans compter d'autres projets, dont la plaine des sports et les études du cœur de ville. Dès lors, fonctionnement et investissement nous ont fait mesurer que la chaîne de l'épargne est très importante. C'est le tableau que vous avez sous les yeux. D'une épargne négative, nous passons à une épargne positive. C'est ici la démonstration que la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour une épargne brute, qui, une fois le capital payé, montre que nous pouvons investir. Le tout avec une feuille de route Agenda 21 alliant transition écologique, sobriété énergétique dans tous les services, réduction des impacts environnementaux et amélioration du cadre de vie qui feront que très prochainement on vous présentera l'annexe verte jointe à nos budgets. Enfin, sans oublier que notre territoire a cette dynamique touristique. La tradition industrielle, Mimizan a vu sa population passer de 7182 habitants à 7729 habitants en 2026. Et puis, très rapidement, nous serons à 8000 habitants, comme le commentait M. le maire lors d'un dernier conseil municipal sur le recensement. Au terme donc de cette période 2022-2025, il nous faut mettre en avant la politique du logement, afin d'accueillir saisonniers et populations permanentes, continuer à affirmer l'accueil des primo-accédants, lotissement des prêts et d'autres dispositifs. Outre les dossiers travaillés avec le SIDEC ou avec le SIETOM et avec d'autres partenaires locaux, nous avons des enjeux forts qui ont été relevés. La mutualisation de nos services avec la communauté de communes, le travail avec les communes du territoire qui font que, oui, un projet de territoire a été validé à la communauté de communes et la politique de l'habitat va accompagner la politique de la collectivité aussi. Gage d'anticipation et gage pour des projets concrets très rapidement. Nous avons donc ici restauré sur le mandat 2020-2026 la santé financière de la commune et nous avons aussi eu une gestion maîtrisée qui nous a permis de lancer un programme pluriannuel d'investissement qui va continuer. Alors je vous dirai maintenant qu'il nous faut quand même être attentifs. Quand l'on regarde nos différentes charges, on va aller à la page 11 de votre rapport, où on peut regarder un petit peu le tableau d'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Nous avons 2 chapitres qui sont importants sur les dépenses de fonctionnement. Le chapitre 011, qui sont les dépenses des services. Ce chapitre a évolué des années 2022 aux années 2025 d'un peu plus de 300 à 400 000 euros. Là, nous avons à la fois maîtrisé nos dépenses courantes, mais on a eu les effets, je vais dire, du conflit en Ukraine. Et là, ce sont toutes les collectivités qui sont impactées. Et donc, il nous faut avoir de la vigilance pour les années à venir, en se disant que c'est si nous maîtrisons nos dépenses et services que nous pourrons dégager des marges pour investir. Deuxième chapitre, donc là c'est l'évolution du chapitre 012. Ce chapitre 012, je disais qu'il avait évolué, et c'est vrai qu'entre 2022 et 2025, nous avons une masse de chapitre 012 justifiée parce que on est passé quand même, en restructurant les services, de 189 agents à 206 agents. Mais aujourd'hui, il faut se dire que cette masse, elle est importante dans notre budget et on peut continuer à fonctionner à effectif constant en se disant quand même que
les nouvelles mesures qui viennent de nous être imposées à partir de début 2025, ce taux de CNRACL, le fait qu'il est très bien que l'on prenne en charge une partie de la participation employeur pour les agents, ce sont quand même des choses qui impactent notre budget du chapitre 012. La satisfaction, c'est quand même qu'on a un grand nombre d'agents qui sont titulaires. Et on a toujours essayé ces dernières années, après avoir restructuré les services, de travailler un petit peu notre politique sur la réduction des contractuels ou des contrats précaires. Donc je voulais simplement attirer votre attention sur l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Dans un point 3, je voudrais vous présenter ou attirer votre attention sur ce qu'il pourrait nous arriver ce début d'année 2026. Ce sont les mesures que l'État est en train de réfléchir et s'appliqueront-elles ou s'appliqueront-elles pas? C'est le budget qui va nous le dire tout à l'heure, le budget de l'État. Cela étant, on a des dépenses certaines qui vont s'imposer à nous. Tout d'abord, c'est l'augmentation de ce taux de CNRACL. Si il avait pris 3 points en 2025, il va encore prendre 3 points en 2026. Pour la commune, c'est une dépense supplémentaire de 60 000 €. Le prélèvement sur nos recettes, deuxième mesure, si on n'avait pas été trop impacté en 2025, eh bien, c'est 339 000 € qu'on va nous prélever en 2026. Ça fait quand même 290 000 € de plus. Ensuite, notre dotation globale de fonctionnement. L'État semble nous dire que l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement ne bougera pas. Elle ne bougera pas nationalement, mais à un moment donné, il faut, avec cette enveloppe, alimenter ce qu'on appelle la dotation de solidarité urbaine, comme pour la ville de Mont-de-Marsan, ou la dotation de solidarité rurale, comme certaines petites communes. Et à un moment donné, pour financer tout ça, il faut bien prendre sur les plus riches pour donner aux plus pauvres, on peut l'entendre. Mais il faut prendre aussi sur d'autres communes. Et Mimizan sera impacté, parce que Mimizan n'a pas la DSU, n'a pas la DSR, mais Mimizan verra sa DGF baisser de l'ordre de 79 000 à 80 000 €. Et une quatrième mesure commence à pointer le nez. C'est une réduction quelque part de notre fiscalité, de nos allocations compensatrices, du fait que sur notre territoire, nous avons des grosses entreprises ou un établissement industriel, nous allons avoir une réduction d'un peu plus de 100 000 € sur notre fiscalité. L'un dans l'autre, je vous ai égrené là 630 000 €. 630 000 € que quelque part, on ne va pas avoir tout à l'heure pour bâtir notre budget de fonctionnement. Il était de 20 millions d'euros en 2025. On va essayer de le construire aussi avec 20 millions d'euros en essayant d'absorber ces 630 000 € de réduction de recettes ou de dépenses, je ne sais pas comment il faut le dire. On va essayer de maintenir les budgets pour nos services en se disant que le chapitre 011, les dépenses des services, il faudrait le contenir à 4,2 millions. Et nos dépenses de personnel, essayer de rester dans une voilure de 9,5 millions à 9,6 millions, qui fait que l'on peut continuer à faire fonctionner et à affirmer nos services publics qui sont si importants et qu'il faut qu'on continue à développer sur notre collectivité. Alors là, je vous ai cité une série de mesures, mais le président de la CCM peut-être reviendra tout à l'heure sur le dispositif du FCTVA. En 2025, on parlait de diminuer le fonds de compensation de la TVA de 2% sur les communes. Ça n'a pas été fait. Mais sur 2026, le fonds de compensation de la TVA va être diminué ou retardé de 1 an pour les communautés de communes, puisque ce qu'ils devaient percevoir l'année même, ils vont le percevoir l'année suivante. Donc à un moment donné, oui, l'État a besoin de trouver des ressources. D'autres dispositifs vont très certainement nous impacter sur notre budget 2026. C'est le financement de nos projets d'investissement.
La première mesure, c'est la création d'un fonds qui s'appelle le Fonds d'investissement territorial, qui va fondre en une seule enveloppe, je dirais, 3 dispositifs. La DETR à laquelle on était habitué, et on avait perçu de la DETR sur certains projets, la DSIL, et puis aussi la dotation sur la politique de la ville. Donc, quand on fond comme ça dans un même projet, à un moment donné, on peut aussi se douter que les règles de financement feront qu'on n'aura peut-être pas les mêmes enveloppes. Quand on pouvait prétendre à un moment donné sur des projets comme la rue de l'Abbaye ou d'autres projets de voirie ou d'équipement, des subventions à hauteur de 40%, ben peut-être qu'on sera tout à l'heure à 20% parce que l'enveloppe, elle va diminuer. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que le fonds vert qui avait été initié il y a quelques années, ben, l'enveloppe globale, elle est diminuée. Donc ça, c'est pas bon pour nos collectivités parce qu'on s'est inscrit quand même dans une démarche de transition écologique et ne pas être aidé dans nos projets, c'est pas évident. Donc vous voyez là, nous avons toute une série de mesures, mais soyons positifs parce que on a quand même redressé les finances de cette collectivité. On a su faire la démonstration ces 4 dernières années avec les services et toutes nos commissions, en se réunissant, qu'on pouvait mener des projets structurants, des projets pour notre territoire. Et donc, c'est l'orientation qu'on va vous proposer dans ce budget. Dans un point 4, je voudrais très rapidement simplement vous citer quelques autres éléments qui sont qu'à un moment donné, il est important pour nous de maintenir un niveau d'investissement parce que maintenir un niveau d'investissement, c'est aussi se générer du fonds de compensation de la TVA. Et le fonds de compensation de la TVA, pour nous, il a été important. Et il permet de s'ajouter à notre épargne nette. FCTVA plus épargne nette plus subvention, ben c'est ce qui nous permet de mener nos projets dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. J'aurais pu vous citer quelques chiffres. Je vais quand même vous les donner, vous me connaissez. 2022, on est quand même allé chercher 228 000 € de subventions d'investissement. 2023, le chiffre a été un peu bas, 46 000 €. Mais 2024, on a été chercher plus de 344 000 € de subventions. Et 2025, je crois qu'on vous a assez rabattu les oreilles lors des derniers conseils municipaux, que ce soit la DSIL ou que ce soit le département, on a eu quand même des bonnes subventions. Quand on regarde nos recettes d'investissement, il faut aussi toujours garder en mémoire que nous avons l'encours de dette et l'extension de dette à suivre. Et le tableau de la page 17 va vous donner un petit peu quelques éléments. Donc si vous vous y reportez, on remonte un peu. Ou en bas de la page 17, pardon. Voilà, ben c'est celui-là qui m'intéresse. C'est l'encours de notre dette. L'encours de dette, je vais dire, là, c'est le budget principal. Si on cumule les budgets annexes, le chiffre que vous aviez en 2019, il n'était pas à 14 millions, il était à plus de 16 millions, parce que je vous rappelle que nous avions de la dette sur les Ronailles et sur la ZAC d'hiver, qui faisait qu'on était largement à 16 millions d'euros. Aujourd'hui, on est tout budget confondu à 12 millions d'euros, puisqu'on on a réintégré dans la dette de la ville le solde de la ZAC des Ronailles au niveau emprunt. Mais la ligne la plus importante, c'est celle que vous avez tout à fait en gras. C'est ce ratio de l'encours de dette et épargne brute qui fait que quand ce n'était pas bon, dans les années avant 2020, ben vous pouvez voir que ce ratio, dès 2021, il est descendu en dessous des 5 années. Et à partir de 2023, ben vous voyez 4,4 années, 2,8 années en 2024, 2025, 4 années 1. Et si on se projette sur 2026, on pourrait se tenir à 6 années
voire 2027 à 5 années. Donc il faut que l'on garde en mémoire ces différents chiffres. Alors on arrive maintenant, je dirais, au point 5. Le point 5, c'est quelles pourraient être nos orientations pour cette année 2026. On sait que l'on part sur une base sûre, on a restauré notre santé financière. On sait que nos ratios ont de bonnes couleurs, je dirais ils sont au vert, même si celui de la dette, il faut qu'on continue à le surveiller. Alors j'aurais tendance à vous dire, si nous devons emprunter, limitons-nous en 2026 sur un emprunt raisonné, pas plus de 1,5 million. Ensuite, les charges de fonctionnement. Nos recettes, je vais dire, ce sont aussi celles de nos recettes de cantine, celles du centre de loisirs. Et donc, le pouvoir d'achat fait qu'il y a des recettes qui n'augmenteront pas. La DGF n'augmentera pas. Donc, essayons de se dire qu'il faut toujours réfléchir comment on peut faire évoluer ces recettes sans impacter, je dirais, le porte-monnaie de l'habitant de Mimizan. Et donc, une voilure sur un budget de fonctionnement à hauteur de 20 millions d'euros, en ayant une fiscalité stable, ne pas augmenter les taux de fiscalité, serait une bonne orientation. Et après, bien entendu, en gardant cet effort sur les dépenses de fonctionnement, et si on continue à dégager cette épargne positive, cette épargne nette, on peut envisager un programme d'investissement. Un programme d'investissement qui, dès 2026, pourrait nous permettre, d'une part, de continuer les opérations engagées, finir de payer la plaine des sports, commencer à réfléchir et à lancer la deuxième tranche de la plaine des sports. Nous avons acté en novembre et décembre un programme important. Le marché est en cours, c'est le lancement du programme du Parnasse, en se disant que le Parnasse pourrait ouvrir à l'automne, un peu plus de 1 250 000 euros. Et puis après, maintenons nos efforts sur la voirie, sur les bâtiments, parce qu'on a toujours des retards ou des imprévus. Et puis après, il y a des dossiers importants comme le logement, des dossiers qui font que la requalification du centre-bourg pourrait nous permettre aussi d'aller sur d'autres pistes de travail, la politique du logement, les études avenue du Courant et avenue Maurice Martin, qui font que 2026 pourrait être une bonne année d'investissement et de projets pour notre collectivité, en se disant que en maintenant un PPI, on peut aussi avoir, monsieur le maire, de belles ambitions pour les années futures. Merci Yves. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce débat d'orientation budgétaire et sur à la fois la rétrospective, c'est-à-dire ce qui s'est passé et comment on a constitué nos budgets, et la prospective, ce qui pourrait se faire jusqu'en 2000. Les tableaux, c'est 2029, certains en investissement. Alors, c'est pour se projeter aussi dans ces prospectives. Ça a été de travailler sur une fiscalité qui n'évolue pas, c'est-à-dire que les taux de la collectivité sont maintenus. Donc, ce qui montre qu'on peut encore investir sur la collectivité. Et quand on regarde les chiffres, c'est plus de 4 millions d'euros qu'on peut investir sur notre collectivité, sur notre commune. Donc il va falloir faire attention aux mesures qui vont être adoptées ces jours-ci. Comme l'a dit Yves, c'est peut-être si ça reste comme c'était prévu dans le projet de loi de finances, c'était 600 000 euros de moins pour la collectivité à trouver. Et donc ça, c'est intégré dans les documents que vous avez, ces mesures-là. Donc si c'est moins, eh bien, tant mieux, on aura plus de latitude pour gérer la collectivité. Si c'est plus, eh bien, il faudra prendre des mesures. Sur la clé en fait, des collectivités, c'est
c'est maîtriser ses dépenses de fonctionnement pour se donner les marges de manœuvre pour investir. Et comme l'a répété Yves, bon, il y a les 2 chapitres, le 011, les charges générales, et là, on peut remercier l'ensemble des services parce que sur les consignes qui sont données quand on prépare un budget, eh bien, ils font tout pour essayer de respecter ces consignes et de pas et de prendre les mesures pour dépenser ce qu'il y a à dépenser et pas aller au-delà. Donc là, on peut les en remercier parce que on fait des réunions là, de préparation budgétaire et on voit que tout le monde est impliqué dans la gestion de la collectivité. Les charges personnelles, alors je rajouterai, Yves, sur en 2023, et même on a dû mettre en place les 1607 heures. Donc compenser, on a dû mettre en place le régime indemnitaire, notamment pour le CIA qui nous était demandé par la Chambre régionale des comptes parce qu'on n'avait pas de CIA. Donc on a dû rajouter ces mesures-là. En plus de ça, on a dû mettre du régime indemnitaire, donner du régime indemnitaire à tous les contractuels, ce qui n'était pas le cas. Là aussi, c'était une disposition réglementaire. On a mis en place, comme tu l'as dit, la mutuelle prévoyance donc l'année dernière. Cette année, on sera impacté par la mutuelle santé. Donc il y a eu pas mal de mesures. Et en 2025, puisque tu as parlé de recensement, on avait plus de 120 000 euros pour les agents recenseurs, parce qu'on a dû recruter des agents recenseurs, donc ils sont impactés dans le budget. Par contre, ce qu'on a, les charges de personnel, où il faut aussi faire attention, et c'est qu'il faut retrancher aussi l'effet mutualisation, parce que là aussi on a des compensations. Hein. Depuis 2023-2024, on a des mutualisations des services. Donc si on met tout bout à bout, c'est plus de 400 000 euros qu'il faudrait vraiment retrancher si on était que sur le budget communal et si on n'impactait que les agents communaux. Voilà. Donc il y a tout ça qu'il va falloir qu'il faut expliquer pour montrer qu'il y a une augmentation, mais elle est quand même mesurée et elle est beaucoup impactée par des mesures qui sont pas de notre fait, hein, non réglementaires, et notamment la valeur du point aussi qui a été montée de 5 points, je crois, en 2 fois, 1,5 et 3,5. Et plus les 5 points de majoration sur les agents, sur les fonctionnaires. Donc du coup, ça a généré des dépenses qui nous obligeaient, obligatoires, et on ne pouvait rien faire dessus. Voilà. Donc c'était un peu le bémol sur les charges du personnel que je voudrais ajouter. Et après, donc on a une mesure aussi, un changement là sur et qui nous fait, et on le voit sur le tableau, sur les recettes d'investissement, une mesure gouvernementale aussi, un changement plutôt sur les taxes d'aménagement qui était on le voit jusqu'en 2023, qui était, ou une partie 2023, qui était pris en charge par la DDTM. C'est eux qui géraient les taxes d'aménagement sur les permis de construire. C'est passé aux services fiscaux, la DGFIP, et là on voit un effondrement des recettes de taxes d'aménagement. Donc si on regarde en 2023, on avait 660 000, hein, le tableau sous les yeux, c'est page 14 si vous voulez faire passer le document. On voit qu'on est à 660 000 en 2023 de recettes de taxes d'aménagement. On passe en 2024 à 238 000 et en 2025 à 45 000. Ce qui est un manque que nous, on n'avait pas provisionné ça sur le budget. Hein. On le verra dans le compte administratif, mais on a vraiment un delta énorme. Et donc là, il y a de l'argent que les gens doivent sur les taxes d'aménagement. Donc c'est la direction des finances publiques là, qui a un problème d'organisation. On leur a donné cette mission de récolter cette taxe d'aménagement, mais apparemment, ils n'étaient pas vraiment prêts à récolter et à prendre cette taxe d'aménagement. Donc il y a des problèmes de logiciel, il y a des problèmes d'organisation. Mais en tout cas, les collectivités derrière sont mises à mal. En tout cas, leurs recettes
dont on avait prévu dans nos budgets. Et c'est des recettes réelles qui vont nous arriver, mais quand? On va voir. Donc ça, c'est remonté avec les différents députés et sénateurs hein, de ces mesures-là pour essayer de faire avancer au niveau de l'État et de prendre des mesures pour que les collectivités puissent avoir ces recettes. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce que tu avais dit. Et donc en 2026, si on bâtit le budget en 2026, eh bien, on aura un peu plus de 4,5 millions d'investissements qu'on pourra investir, sachant qu'il y a une partie qui va déjà sur le Parnasse, sur la réhabilitation du Parnasse, et je vais en parler tout à l'heure sur le dernier point, sur le prochain point, voilà, sur les demandes de subvention. Et après, vous avez sur les différents axes, donc les crédits récurrents, les réhabilitations, le programme municipal et le programme d'habitat, les montants qui ont été déclinés jusqu'en 2029. Et je vous rassure, ça a été décliné encore plus tard pour voir plus loin, pour voir comment comment la collectivité, avec ses finances, pouvait assurer son plan de financement. Voilà. Ce que moi, j'avais à rajouter, mais le débat est ouvert. Il y a d'autres interventions. Christine ? Non, je voudrais juste souligner, donc malgré toutes les hausses dont a parlé Yves, ça marche pas, non? Ça marche? Vous m'entendez? Ah oui, il faut que je me rapproche. Pardon. Donc en fait, moi, on peut se satisfaire quand même du fonctionnement, tu l'as dit, des services, hein, on les en remercie. Et je voudrais parler quand même du service de restauration, hein, voilà, du travail qui est fait au niveau de la restauration, où on a eu une baisse quand même du fonctionnement de 7%. Donc on est à 790 000 euros de fonctionnement en 2025. Là, on était en 2024 à 850 000. Et pour autant, on a maintenu la qualité du service, on a amélioré ce qu'il y a dans l'assiette au niveau de la restauration, que ce soit dans les écoles, à l'EHPAD, portage à domicile ou crèche. Donc on peut s'en satisfaire et ça c'est un travail, le travail sur le gaspillage notamment, sur l'augmentation de recherche de subventions qui a porté ses fruits. Donc voilà, je voulais le souligner. Pour autant, on a maintenu les tarifs. On n'a pas augmenté les tarifs de la restauration. Un repas qui nous coûte 9 euros, donc est facturé entre 2 euros et 3 euros aux familles. Donc voilà. Donc je voudrais quand même remercier les services voilà, pour leur travail, pour essayer de maintenir une bonne qualité de service tout en maîtrisant les coûts. Je pense que la plupart des choses ont été dites. Je voulais juste rappeler que dans les faits marquants, je rajouterai l'aile supplémentaire au niveau du marché couvert à la plage, qui a permis quand même de redynamiser ce lieu et de redonner des atouts très importants à ce marché. Et juste un petit point, je veux dire aussi qu'on est allé sur la pose de panneaux photovoltaïques, hein, puisqu'on s'était quand même posé la question, vu l'augmentation des énergies, et ça c'était dès 2022. Alors ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi, mais quand on est une collectivité, c'est toujours plus long que quand on veut poser des panneaux à la maison sur le toit. Enfin, on y est arrivé, on a couvert la mairie de panneaux photovoltaïques et toute une partie des bâtiments du CTM. Et là, on commence à avoir les retours d'investissement, puisque c'est un système qu'on a monté en autoconsommation. Donc ça nous permet toute l'électricité produite de la répartir sur quasiment tous les bâtiments communaux.
Alors ça a été long, on a eu des imprévus, mais en fait je voulais juste souligner que c'est des choses où il faut persister et continuer sur cette voie-là, parce que je pense que c'est réellement pour garantir et combler ces augmentations qu'on a eues, qui étaient quand même très importantes, hein. À un moment donné, si ça remonte dans les souvenirs, mais l'électricité et carburant, c'était quand même très important, les augmentations. Donc je pense que c'est des points qui sont importants à souligner. Et je veux aussi, là, moi, remercier les services qui, effectivement, comme Monsieur le maire l'a précisé, participent à fond et sont tout à fait dans la dynamique qu'on veut apporter à ce budget. Et on va à l'essentiel tout en essayant le moindre argent qu'on essaie d'investir, il faut qu'il y ait un retour derrière et ils en sont tous bien conscients et je les remercie encore. Marie-France. Juste par rapport à la politique du logement, donc on ne reviendra pas sur les acquisitions foncières qu'on a pu réaliser grâce à la taxe sur les résidences secondaires et avec l'aide bien sûr de l'établissement public foncier Londé. Et donc ce sont des acquisitions foncières qui devraient pouvoir se poursuivre en 2026, car rappelez quand même aussi qu'on a quand même perdu les 13 hectares du parc d'hiver, donc c'est pas rien. Quand on essaye de mener une politique du logement et que donc les actions sur 2026 qui se projettent, c'est toujours dans le cadre de favoriser les résidences principales et l'implantation des mimisannées et des futures mimisannées en résidence principale, et puis aussi de pouvoir mettre en action le plan local de l'habitat avec tout un tas de mesures qui, là encore, ne vont pas se faire qu'en 2026. C'est un travail de longue haleine. Mais les prochaines années seront aussi capitales pour mener à bien la politique du logement qui est indispensable. Pas d'autres interventions? Je considère que le débat a eu lieu. Il faut acter, c'est ça? Qu'il y a eu débat. C'est bon? On acte? Merci. Donc on va passer au... Ah pardon, Katia. Oui, donc moi je vois que vous avez fait votre rapport sur toutes les 6 années qui ont été faites, mais seulement je n'ai pas vu passer la page 12 où on parle de fiscalité locale. Où, si on constate les taux en fiscalité locale, en 2019, nous étions à 6 244 657 et on se retrouve en 2025 à 9 580 914. Ceci est sûrement dû à la fiscalité que vous avez mis en place, c'est-à-dire l'impôt sur la taxe foncière qui a augmenté et, comme a dit tout à l'heure Madame Delest, les 60% des taxes d'habitation, ce qui fait une augmentation pour les mimisannées sur leur pouvoir d'achat de 51,4% qui revient à la commune plutôt que dans leur porte-monnaie. Merci. Katia, on a augmenté, comme tu le sais, les impôts de 10%. Il faut dire pourquoi. On avait 2 années en négatif. Yves, il a été gentil parce qu'il a dit qu'on était à 50 000 en 2020. Mais si vous vous rappelez la Chambre régionale des comptes, il y avait combien de millions qui étaient cachés sous les tapis et qui n'avaient pas été reportés sur le budget 2019, mais qu'on a dû reporter nous sur le budget 2020. Et ça a été le débat de savoir, parce que la fiscalité, on est obligé de la bouger et comment la bouger. Donc les 10%, et je rappelle que les 10%, c'était à l'époque 500 000 euros de mémoire que ça rapportait, et qu'on avait aussi en même temps fait des réductions des dépenses de 500 000 euros. Donc, ce qui nous donnait une marge de manœuvre de 1 million d'euros. Là, les résidences secondaires,
si on veut attaquer les résidences secondaires, ce sujet, pardon, c'est on sait pourquoi on le fait, et Marie-France vient de le rappeler, c'est que cet argent-là, il sert à financer la politique du logement sur la commune. Vous savez qu'on est en déficit de logement par rapport aux actifs, aux gens qui veulent se loger et aux gens qui viennent travailler sur Mimizan. Si on n'arrive pas à les loger, c'est le développement économique de la commune qui s'arrête. Parce que sans logement, les gens ne vont pas venir travailler sur Mimizan. Et donc, voilà, je vous fais je vous fais pas le dessin plus loin. Du coup, ce que j'ai regardé du coup aussi en termes d'inflation qu'il y a eu entre 2020 et 2025. Sur ces 6 années, l'inflation globale, c'est quasiment 16%. Et nous, on a fait une augmentation de 10% des impôts. C'est 16%, le taux de l'inflation depuis 2020 à 2025. 15,9 exactement. Donc voilà, donc oui, on a augmenté les impôts une année. Après, c'est les services fiscaux qui ont revu les bases sur Mimizan, hein, avec les logements. Hein. Moi, je suis le premier qui a été concerné parce que dans mon lotissement, on avait des comment on appelle ça? Pas des objets de confort, enfin, on avait du confort, on avait l'assainissement. Et donc, nos maisons qui étaient typées, je ne sais plus quel numéro, 6, on est passé à 4 ou. Donc, effectivement, moi, personnellement, ça m'a coûté 90 € à peu près de plus sur l'année parce que j'avais un élément de confort. Voilà, un élément de confort qui n'avait pas été pris en compte à l'époque. C'était un lotissement des années 70 et ça n'avait jamais été réévalué. Voilà. Donc, il y a eu ce travail-là de la DGFiP. Et là, c'était pour le coup quelque chose d'égalitaire, de chercher l'égalité pour tous les mimisanais, que tous les mimisanais payent la même chose par rapport au confort dont ils bénéficiaient ou au type de logement dont ils bénéficiaient. Donc voilà les choses. Et après, les évolutions, c'est suivant l'inflation. Hein. Et donc là, c'est les bases fiscales, elles augmentent suivant l'inflation qu'il y a eu entre le mois de novembre de l'année précédente, enfin de 2 années. Donc c'est encadré, et donc c'est ça qui fait augmenter. Et donc c'est sûr qu'en 2023, je crois que c'est là où il y a eu le plus d'évolution parce que on est passé à plus de 7%, je crois, d'augmentation sur les bases. Mais là, c'est tous les Français qui ont eu cette augmentation de base et pas simplement les mimisanais. Je crois que Xavier t'avait levé la main. Oui. Il faut faire attention quand on manie les chiffres. Et qu'il faut comparer les choses avec la réalité. Parce que quand on compare deux produits, c'est-à-dire les 6 millions et les 9 millions comme tu viens de le faire, et que tu dis ça fait 50%, c'est, comme on dit, toute chose égale par ailleurs. Est-ce que la base fiscale de 2020 et la base fiscale de 2025 sont les mêmes? Pas du tout. Donc il n'y a pas eu 50% d'augmentation par contribuable. Enfin, je veux dire ça, enfin, je pense que c'est une erreur d'appréciation, je ne veux pas qualifier autrement. Moi, ce que je voulais quand même dire et revenir, parce que bon, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent le gouvernement, du moins de notre côté. Et enfin, je le crois, du moins. Et que ce qui fait le plus mal aux finances locales, c'est quoi depuis 2017 et l'arrivée donc d'Emmanuel Macron? Ben, c'est qu'il a supprimé un certain nombre d'impôts, dont la taxe d'habitation. Et que, comme à chaque fois qu'on supprime des impôts, on promet aux collectivités territoriales, vous inquiétez pas, on vous redonnera et on vous récompensera à l'euro près. Ce qui n'est pas du tout la réalité.
et que les collectivités territoriales, en compensation, il ne leur reste plus qu'un levier, c'était les impôts fonciers. Donc, venir rendre responsables les élus locaux de décisions faites par des gouvernements que vous soutenez, c'est quand même un peu fort de café. Et quand même, il faut se souvenir, parce que là aussi, moi, je ne pense pas que j'ai été jamais sarkozyste dans ma vie, et encore moins en ce moment, il faut se souvenir que pour une collectivité comme Mimizan, qui est une commune industrielle, la faute originelle au départ, c'est quoi? La suppression de la taxe professionnelle, qui a nivelé les recettes de notre collectivité. Alors qu'on avait une dynamique de recettes très importante et qui explique le fait qu'on a des niveaux d'équipement aussi élevés. Et que cette dynamique ayant disparu, il faut toujours trouver des moyens de la compenser. Parce que là aussi, c'était la compensation à l'euro près. Et depuis, on a remplacé par un impôt sur les entreprises, c'est la CFE et la CVAE. Mais souvenez-vous, là, il n'y a pas de si longtemps que ça, pour les collectivités, la CVAE, elle a été aussi supprimée. Donc, c'est-à-dire qu'on supprime les paniers de ressources des collectivités, on dit qu'on va les remplacer par des dotations de l'État, et quand le budget de l'État est en difficulté, on supprime ces dotations et les compensations qui étaient liées aux décisions qu'on avait prises précédemment. Donc c'est vraiment de la politique de gribouille. Et sincèrement, moi, à la place de ceux qui soutiennent ce gouvernement, je ferai profil bas. Et d'ailleurs, je pense que c'est le débat qui va avoir lieu au mois de mars prochain sur l'ensemble du pays. Parce que si les collectivités locales sont amenées à prendre des décisions aujourd'hui, c'est vraiment la conséquence des décisions qui sont faites au niveau national. Les budgets des collectivités n'ont jamais été aussi dépendants de décisions nationales. On a modifié la Constitution en disant qu'il fallait avoir une libre administration des collectivités. Cette libre administration des collectivités a totalement disparu parce que ce que nous votons, les budgets que nous sommes amenés à voter, ce ne dépend exclusivement que du budget de l'État et on n'a quasiment plus aucun moyen de décision localement. Et donc, ce qu'a évoqué Yves Servetot tout à l'heure, la liste, quand même, quand on vous impose, alors que vous allez voter votre budget, qu'on vous supprime 600 000 euros de recettes, alors ce n'est pas 600 000 de recettes, on vous supprime des recettes d'un côté, on vous augmente des dépenses de l'autre côté. Donc, mais globalement, quand on fait la différence dépenses-recettes, il nous manque 630 000 euros. Et donc ça, et que vous avez une épargne nette qui est d'à peu près d'1 million d'euros, quand vous supprimez 600 000 euros, vous faites comment? Donc, je veux dire, il faut quand même chercher les responsabilités là où elles sont. Et pas ailleurs. Pas dans la gestion locale qui, je crois, depuis un certain nombre d'années, a montré plus de vertus qu'autre chose. Donc, c'est pour ça, je veux dire, il faut chercher les explications, il ne faut pas rester le nez sur le guidon des chiffres qu'on vous présente, mais essayer de trouver les bonnes explications au phénomène que l'on vit aujourd'hui dans toutes les collectivités. Et je pense que le discours qui est tenu ici pourrait être tenu dans l'ensemble des collectivités, quelle que soit la tendance politique, parce que toutes les associations d'élus aujourd'hui s'insurgent contre ces décisions qui sont prises et qui minent un petit peu l'investissement local, parce que les entreprises se peinent aujourd'hui que la commande publique baisse. Mais comment voulez-vous que les collectivités continuent à investir de façon aussi massive si on leur baisse les recettes en permanence? Donc, moi, c'est pour ça, je sais bien que l'habitude, c'est toujours de pointer la problématique de la fiscalité qui date maintenant en plus, mais refaisons un peu l'histoire et trouvons les bonnes explications avant de chercher des responsables qui n'en sont pas. France. Moi, je veux juste rappeler, donc Katia, il faut bien faire attention, c'est 60% sur les résidences secondaires. Oui, mais là, tu as dit résidence, tu as oublié secondaire, pas la deuxième fois. Et ensuite, moi, je vais être plus œcuménique que M. Fortinon, c'est que c'est une mesure qui est prise, quelle que soit la couleur politique des villes, sur toute la côte de Biscarrosse au sud des Landes.
tout le monde a choisi la taxation des résidences secondaires et à 60%. Donc, on n'est pas un cas isolé, hein. On n'a pas fait ça sur un coup de tête, hein. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Nous, on le flèche sur les résidences principales. Les autres collectivités, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas les seuls, quoi. Hein, on n'a pas pris cette décision juste comme ça pour augmenter. On a pris cette décision pour essayer de répondre à la demande de logement de l'ensemble des actifs sur le territoire. D'autres interventions? Non? Je vous propose là pour le coup d'acter le débat d'orientation budgétaire. Hein. On se manifeste. Hein. Très bien. Donc point 3, mais c'est une demande de subvention. Donc il a dit que la DETR, la DSIL allait peut-être être fondue dans un acronyme DIT. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire. FIT. FIT, Fonds Investissement Territoire. Bon, en tout cas, ce n'est pas encore fait. Donc on est resté sur les anciennes dénominations. Donc on a, par délibération, le 4 février, 2025, on avait demandé des subventions pour les projets de réhabilitation du Parnasse. Donc le dossier n'avait pas été retenu. On vous propose de le représenter en 2026. Bon, mais on a aussi un courrier qui nous dit de le représenter en 2026. Donc sur les deux catégories là, de mesures, la DETR qui favorisant la transition écologique, l'attractivité des territoires ruraux et la culture. Donc on est quand même bien dedans. Et la DSIL favorisant la rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables. Donc on a des mesures qui nous permettent de déposer sur ces deux dispositifs. Donc juste parce qu'on avait discuté avec Katia, tu m'avais posé la question, en fait tu ne savais plus trop exactement la date, là on l'a repris, c'est en 99 que la fin des travaux de rénovation du Parnasse. Et donc là, je rappelle, l'objectif c'est la requalification donc, du Parnasse avec, comme c'est mentionné, donc c'est améliorer le confort du public, des artistes et du personnel. Et donc on travaille sur plusieurs points, ce remplacement des fauteuils et du sol, la création d'un lieu de convivialité, donc avec un petit bar et pour pouvoir continuer à discuter après ou avant les spectacles, l'amélioration de l'accueil des artistes, donc avec les loges et les catering, et la réorganisation d'espaces administratifs et techniques. Donc là, c'est pour les agents qui travaillent. Et après, il y a tout ce qui concerne les travaux d'équipement et de sobriété énergétique, notamment la pose de luminaires en LED, donc qui va faire réduire les dépenses de fonctionnement sur le Parnasse. Donc Yves, voilà, on aura des budgets un peu moins importants sur le fonctionnement. Donc le plan prévisionnel de coûts des travaux, donc 1 193 000 hors taxes. On en était là, donc là on est à peu près à 1 200 000 sur ton dernier chiffre. On demande à hauteur de 40%, donc la DETR et ou DSIL, donc soit 477 200 €. Sachant que le département nous a déjà octroyé et notifié une subvention à hauteur de 241 173 € et qu'on demande aussi à la région Nouvelle-Aquitaine 10%, soit 119 300 €, et donc il resterait à payer à peu près 30% de la somme, donc 355 327 € à la commune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Demande de subvention. Donc je sais que les collectivités, notamment la région, voilà. Là aussi, il y a des restrictions à voter, commencer à voter les budgets, c'est ça? Vous êtes au débat d'orientation budgétaire, vous avez déjà fait, il y a des coupes un peu sombres
aussi, hein, suite à l'incertitude de la loi des finances. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour solliciter une subvention auprès de l'État? Merci. Je passe au point 4, à la culture. Donc, je vais donner la parole à Michel Perrier. Merci. Alors, je rajouterai qu'effectivement, la culture est un point important pour la commune de Mimizan et je trouve ça extraordinaire qu'on soit tous d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur Instant Flamenco. Donc pour la 3e édition cette année, comme le Parnasse sera en travaux, il a été réfléchi avec Arte Flamenco et l'association Tralala-Land une innovation, puisque ça sera une compagnie qui va aider les scolaires, donc les CE1 et les CE2, les danseuses de Tralala-Land et les résidentes de la résidence Domani, à faire une action collective, une création participative. Cette compagnie s'appelle Groenland Paradise, donc c'est tout à fait d'actualité. Et cette compagnie que connaît Flora Montero, donc va permettre de proposer donc le vendredi 28 mars la présentation de cette création artistique. Donc ça sera l'ouverture du festival, qui sera suivi par la bodega proposée par l'association Tralala-Land. Le samedi, vous aurez des ateliers de découverte du flamenco avec l'association de Flora Montero et d'autres stages proposés par un artiste pour lequel, pour le moment, on n'a pas le nom. Et la soirée du 28 mars se terminera avec un spectacle chorégraphié par Flora qui s'appelle El Camino se hace bailando. Ça va? Bon, je fais des progrès chaque année. Et ensuite, vous aurez l'ouverture du bal sévillan. Tout ça pour vous dire que cette année, le festival est un peu réduit puisqu'on n'a pas une salle adaptée, que cette création plasticienne va être très intéressante et novatrice. Donc, je vous invite à venir en nombre le vendredi 27 mars 2026 et que ce projet est bien sûr en partenariat avec Arte Flamenco. Le Festival international de Mont-de-Marsan. Voilà. Donc, il vous est proposé les tarifs. C'était pour cela qu'on parlait d'Instant Flamenco ce soir. C'était vous proposer d'approuver les tarifs pour ce temps fort. Alors, l'atelier de découverte du flamenco par Flora, ça sera à 5 € par personne. Et l'atelier de flamenco par l'autre artiste que l'on ne connaît pas encore, ce sera à 10 € par personne. Et donc, le reste sera totalement gratuit. Voilà. Merci Michel. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Précision? Non? Donc, je propose de passer au vote donc, qui est pour les tarifs proposés de 5 et 10 €. Merci. Le point 6 qui concerne... Alors, le 5, pardon. Oui. Le point 5, la programmation des animations de la médiathèque. Pardon. Donc, le sujet de ce point, c'est de faire une demande de subvention auprès du conseil départemental et d'approuver la programmation de la médiathèque. Donc, la médiathèque de Mimizan va bien, donc autant le dire, puisque nous avons vu une augmentation de 350 personnes qui se sont inscrites. Et il y a eu 7760 entrées, il y a 1208 personnes inscrites à la médiathèque de Mimizan. Donc déjà, rien que ça, c'est un bon résultat. Les activités que propose la médiathèque vont sur plusieurs publics. Donc vous avez les activités publiques spécifiques, que ce soit la petite enfance, les scolaires, avec 3 séances proposées pour chaque classe des écoles de Mimizan. Donc ce qui est quand même assez remarquable, puisque les nouveaux enseignants, quand ils arrivent à Mimizan, ils sont très surpris de ça. Donc on en remercie les médiathécaires qui proposent donc une séance programmée par le médiathécaire, une autre séance avec l'enseignant et la 3e séance en totale autonomie. Il y a aussi des actions faites avec les seniors, donc ça soit pour proposer des livres au domicile, porter des livres au domicile des personnes qui sont empêchées, qui souvent sont des seniors, mais pas que, parce qu'on peut subir aussi des accidents et être immobilisé. Et des actions envers l'EHPAD. Donc ce projet envers les seniors est porté par les 7 bénévoles de la médiathèque et je les en remercie. 7 bénévoles qui, pendant l'année 2025, ont bénéficié d'une formation
par la médiathèque des Landes. Donc voilà, ils ont été ravis de pouvoir apprendre de manière professionnelle ce qu'était le travail de médiathécaire, mais il reste des bénévoles bien investis. Et donc, il y a des actions aussi tout public. Donc, au niveau littérature, bien sûr, puisque la médiathèque, au départ, c'est une bibliothèque. Donc, il y a quand même pour objectif la lecture publique. Donc, la littérature avait la présentation 2 fois par an des petits cafés, c'est-à-dire après les saisons, les saisons littéraires, c'est-à-dire que ça soit en septembre, la saison d'automne, ou en janvier, la saison. Donc, il y aura 2 cafés littéraires, 2 petits cafés proposés par les médiathécaires pour nous faire partager leur coup de cœur. Et depuis 1 an et demi ou 2 ans, des lecteurs se réunissent le 2e samedi de chaque mois pour échanger sur leur lecture. Le premier mercredi, un mercredi par mois, il y a les conversations gasconnes, c'est-à-dire que la SEM, section Gascon, vient à la médiathèque et donc c'est ouvert pour tous. Donc aussi, mis à part ces actions envers la littérature ou donc le gascon, il y a aussi beaucoup d'activités faites vers le jeu, puisque le jeu est une activité très importante maintenant dans les médiathèques. Donc cette année, la fête du jeu aura lieu en octobre, le 3 octobre. D'habitude, c'était au printemps, fin printemps, et en fait, on se demandait s'il n'y aura pas plus de monde en octobre. Donc c'est un pari qui a été fait, donc on va voir ce qui va se passer. Il y a aussi des jeux, des après-midi jeux et des soirées jeux. Et cette année, il y a la découverte de jeux vidéo, puisque c'est une demande par le public, et donc il va y avoir des animations sur les jeux vidéo sous la forme de 3 ateliers. Il y a aussi des animations qui sont calquées sur les animations nationales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en la fin de semaine, c'est la nuit de la lecture au niveau national. Et donc, si vous tapez sur la carte nationale au niveau nuit de lecture, vous voyez que Mimizan apparaît. Donc, il y aura deux animations. Vendredi soir, une animation courte à 18h auprès des tout-petits. C'est une soirée pyjama. On va leur parler des rats des villes et des rats des champs parce que le thème de la nuit de la lecture, c'est ville et campagne. Et samedi, ça sera plus pour les adultes, là, je pense, et pour les enfants aussi, une conférence théâtralisée avec Dominique Comette le samedi à 18h. Donc là, c'est gratuit aussi pour le public. On se cale aussi sur le Printemps des poètes, puisque le 20 mars, il y aura une lecture-concert. Et bien sûr, on prépare pour l'année prochaine le Festival Fanamanga, en se disant que le Japon, on ne l'oublie pas. Et donc, en avril, juin, juillet, il y aura des animations sur le Japon, que ce soit des stages manga, une conférence sur... Je ne me rappelle plus, je l'ai dit. Non, oui, le Raku, c'est l'exposition Raku. La conférence, bon, sur les jardins, voilà, merci. Et oui, c'est bien. Et donc, cet été, la médiathèque se transporte à la plage aussi, puisque c'est un réel succès, qu'il y a beaucoup de monde, et toujours avec 2 concerts cette année. Adrien Ballon, qui est le professeur de musique, d'ailleurs, le professeur de solfège de l'école de musique, et qui est un excellent violoniste, et Machka, qui vient aussi en fin de saison, lui. Voilà, tout ça pour vous dire que la médiathèque fonctionne très bien, qu'il y a toujours de plus en plus de monde, de plus en plus d'activités, de plus en plus d'ouverture. Donc, je remercie toute l'équipe de la médiathèque qui est à fond derrière ces projets. Voilà. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la programmation 2026 des animations de la médiathèque municipale et de solliciter une demande de subvention auprès du conseil départemental. Alors, la subvention à demander, elle est de 2 985 €. Et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document à ce dossier. Merci Michel pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions de programmation médiathèque? Donc, je vous propose de passer au vote donc, et pour la programmation et pour la demande de subvention. Vous êtes d'accord? Merci. Le point 6 concerne la forêt, le programme de coupe de bois sur la forêt communale. Yvan? Oui, merci Frédéric. Donc avant de passer au programme des coupes, je voudrais juste rappeler qu'on a beaucoup de chance d'avoir une belle forêt communale à Mimizan, que c'est une forêt de production, donc à vocation économique, qui génère à ce titre des revenus, mais c'est aussi une forêt qui contribue à notre environnement.
donc, et qui est patrimonial, mais qui permet aussi d'avoir des paysages que nous avons tous à cœur de maintenir, pardon, et que les aménagements que nous faisons depuis quelques années vont dans ce sens, production, mais aussi donc qualité environnementale. Rappelez aussi que la grande partie de notre forêt communale est en gestion communale, donc, et que nous sommes assistés depuis quelques années par le cabinet Argefo, et que là, ça se passe bien, puisqu'on a quand même régulièrement des commissions forêt où on nous présente un état sanitaire et un état de production très intéressant de notre forêt. Donc voilà, on ne peut que se réjouir de cet état de fait. Et on a régulièrement des très belles ventes à Mimizan, que ce soit en termes de qualité, où les acheteurs sont souvent à des prix que nous n'espérions pas avant le début de la vente. Voilà, donc pour 2026, on a des ventes de prévues. Et donc je vais vous en donner donc un petit peu donc, les parcelles concernées. Donc, les parcelles concernées, donc, il y aura une surface d'un peu plus de 68 hectares qui seront concernées par des coupes, notamment en coupe rase à Tire-Lagu pour un peu plus de 11 hectares. Et des coupes de première éclaircie, donc au lieu d'Ilalande, là pour 9 hectares 92. En seconde éclaircie, sur deux sections différentes, pardon, au Renardats pour 11 hectares. À Moumène, c'est pas loin de chez moi, pour 11 hectares 88. Et donc à Moumène toujours, 8 hectares 75. Enfin en section N, donc à Ilbon, là c'est pas loin de chez Gilbert, là il y aura 2 hectares 33 et toujours à Ilbon, 8 hectares 38. Donc il va avoir du bois passer devant chez lui. Voilà, donc au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'accepter la proposition d'état d'assiette des coupes de bois pour la forêt communale pour 2026. Et les coupes interviendront, les ventes interviendront, comme maintenant nous allons prendre le rythme, en fin d'année à partir du mois d'octobre. Oui, et quand j'ai parlé qu'on avait une forêt qui était bien gérée, bien sûr que je remercie les services qui s'y impliquent beaucoup et qui, en dehors de la forêt de production, sont aussi très utiles quand il y a des abattages d'arbres comme on en a eu ici devant le Parnasse. Voilà, ils sont aussi présents au quotidien pour ce qui est autre que la forêt de production. Donc merci à eux. Merci Yvan. Bon, tout ce que tu proposes, ça fait partie d'un plan de gestion. Voilà, donc on ne fait pas au petit doigt mouillé, quoi. Voilà. Il y a un plan de gestion élaboré. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions Oui, David. Oui, justement, tu fais bien de parler, Frédéric, que c'est vraiment un plan de gestion qui est mené avec rigueur et beaucoup de professionnalisme sur la commune de Mimizan. C'est pour cela que quand on parle de coupe rase, tu m'arrêtes, Yvan, si je dis une bêtise, mais on est autorisé qu'à 10 hectares par an. Donc il y aura 8 hectares 50 sur 2026 et le reste sera fait sur 2027. Parcelle de Tire-Lagu, voilà. Donc on est limité à 10 hectares par an. Et il y avait donc une hypothèse qui l'aurait limité à 5 hectares, ce qui aurait été très très compliqué à gérer. Donc pour le moment, donc là, ça c'est lié à la certification PEFC qu'on a récupérée en 2021 de mémoire et qui impose un certain nombre de contraintes, dont celle-ci de limiter les surfaces de coupe rase. Mais si c'était 5 hectares, ça serait compliqué pour une forêt comme celle de Mimizan qui en fait 1200. Et juste rajouter que les 3/4 des ventes restent en circuit court. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition de coupe? Non. Donc, je vous propose d'accepter cette proposition, qui est pour, merci. Donc, point 7. Donc, on vous propose une aide complémentaire pour l'aménagement de logements pour des personnes seniors pour leur bien vieillir. Donc, je vais essayer de vous relire un peu ce qui est proposé. Donc, le constat, c'est le vieillissement de la population. Donc, comme il est rapporté sur le département, mais aussi sur Mimizan. Donc le département intervient dans son plan bien vieillir pour les personnes qui seraient en perte d'autonomie et de pouvoir rester le plus longtemps possible à leur domicile. Et donc il y a un nouveau dispositif d'accompagnement qui est mis en œuvre, qui est le XL Adapt. Donc, qui concerne, donc il y a un objectif de 720 logements adaptés sur 3 ans, l'objectif du département.
Donc avec une aide globale de l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, dans le cadre d'un versement MaPrimeAdapt. Ce n'est pas MaPrimeRénov'. Je vous rassure, c'est différent. Donc le département donc, apporte un accompagnement administratif, technique, gratuit, neutre et sans engagement visant à déterminer les travaux les plus adaptés pour rester autonome à domicile. Donc il y a des exemples qui vous ont été donnés, l'aménagement d'une salle de bain, l'installation d'un monte-escalier, la motorisation de volets roulants, la création de rampes d'accès. Ça fait partie des aménagements qui peuvent être prévus dans cette PrimeAdapt. Donc après établissement donc, du diagnostic, donc les bénéficiaires font faire des devis, donc ils sont étudiés par les services du département et après il y a des accompagnements pour les bénéficiaires et des accompagnements financiers. Donc le dispositif est destiné aux personnes de plus de 70 ans, aux personnes entre 60 et 69 ans sous condition de GIR, donc d'autonomie, de perte d'autonomie ou pas. Les personnes en situation de handicap justifiant d'un taux d'incapacité de 50% ou plus, ou bénéficiant de la prestation de compensation du handicap. Donc les personnes elles peuvent être propriétaires, usufruitiers, locataires du parc privé. Donc il y a un revenu qui est fiscal qui ne doit pas être dépassé. Et l'occupation, bien sûr, elle est au titre de résidence principale. Et donc la personne s'engage à occuper le logement pendant 3 ans. Donc les travaux financés sont ceux permettant l'accessibilité ou l'adaptation du logement, je vous ai dit. Les aides mobilisables, et notamment MaPrimeAdapt, est de 70% des travaux hors taxes pour les personnes très modestes et 50% pour les personnes modestes. Les plafonds des travaux subventionnables est de 20 000 € hors taxes. Donc il y a d'autres aides qui peuvent être sollicitées. Et alors c'est pour ça qu'on vous propose, dans le cadre de sa politique du logement, et c'est pour ça que je vais revenir après sur l'axe 4 et sur la majoration des taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Donc une partie de cette majoration va nous permettre, enfin je vous propose qu'une partie de cette majoration nous permette de contribuer à cette politique du logement et d'attribuer des aides complémentaires aux bénéficiaires donc du dispositif XL Adapt, et ce à compter de ce 1er janvier 2026. Et donc il y aurait, je vous propose 2 types d'aides, en fait 2 montants. 750 € pour les personnes modestes bénéficiaires de MaPrimeAdapt et 1 500 € aux personnes très modestes bénéficiaires. Donc on vous a mis qu'à titre indicatif sur la communauté de communes, il y avait eu 5 dossiers qui ont été terminés et payés en 2025. 3 dossiers ont été agréés et 7 dossiers ont été visités. Donc il y a une visite sur place. Donc juste, parce que je me suis fait communiquer un peu qu'est-ce que voulait dire un modeste et très modeste. Donc pour un couple, l'adjectif modeste, c'est un revenu net maximum entre 2 900 et 3 000 €. Et très modeste, revenu net par mois, maximum environ 2 300 €. Voilà, les fourchettes. Et donc sur les revenus, sur les plafonds de ressources, nombre de personnes, alors si je prends une personne très modeste, c'est 17 000 €. Et très modeste, 17 000, modeste, 22 000. Et pour un couple, c'est 25 000 € et 32 000 € pour les modestes. Voilà. Donc je vous propose donc ces aides supplémentaires, en plus du département, et peut-être en plus de ce que pourraient aller chercher aussi les personnes sur leur caisse de retraite, notamment, enfin d'autres peut-être dispositifs. Voilà, et de prendre ces montants-là sur l'axe 4 qu'on a en investissement
sur nos budgets. Est-ce que vous avez des questions dessus? Pas de questions? Des commentaires? Ah oui, ben moi je voudrais juste dire que même si le nombre de dossiers, c'est le début de cette histoire, si le nombre de dossiers n'est pas très important, d'aider 15 familles sur la communauté de communes, c'est vraiment quelque chose de très important. On parle toujours du bien vieillir, mais une fois qu'il y a un accident de la vie, que les collectivités, le département, en amenant une aide quand même qui est très importante, parce que ces personnes-là, elles sont souvent démunies par rapport à tout ce qu'il faut faire dans leur maison. Elles ne savent pas où frapper, à quelle porte frapper. Et là, vraiment, c'est une aide très importante du département, et que la collectivité abonde dans ce sens. Je trouve qu'effectivement, c'est une très, très bonne idée. On espère bien sûr qu'il y en ait le moins possible, parce que tant que les gens... mais une fois que ça arrive, que l'accident est là, que la collectivité vienne en soutien en plus du département, je crois qu'on peut être tous fiers de voter tous ensemble cette mesure. Merci Marie-France. Bon, pas d'intervention, pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote, donc qui est pour ces aides complémentaires. Et merci beaucoup pour les personnes qui vont en bénéficier. Bon, l'ordre du jour étant terminé, je vous remercie. Donc il y aura un dernier conseil pour le budget. Voilà, vote du budget. Voilà. Bonne soirée.